Nous vivons une période sombre. Connaître le passé pour comprendre le présent. Celui qui sait transformer le présent maîtrisera l'avenir. Après la Seconde Guerre mondiale, les Français revinrent en Indochine et se heurtèrent à une forte résistance de la part des Vietnamiens. En mars 1945, l'empereur Bao Dai proclama l'indépendance du Vietnam et abrogea les traités signés avec la France à la fin du XIXe siècle. Il abdiqua également, mettant fin à la monarchie, afin de céder le pouvoir à un gouvernement qu'il espérait moderne et démocratique. La République démocratique du Vietnam fut alors fondée, mais rapidement, ce nouvel État fut monopolisé par un groupe de communistes. Ce gouvernement échoua dans ses négociations avec les Français et ne parvint pas à empêcher leur retour. La guerre franco-vietnamienne éclata en 1946. Après 3 années de guerre, les Français durent négocier avec les nationalistes vietnamiens une solution pour un Vietnam indépendant, intégré dans l'Union française. Cette solution permit au Vietnam de se développer progressivement dans tous les domaines, économiques, financiers, militaires et politiques. L'État du Vietnam fut alors fondé, reconnu comme seul représentant légitime du pays sur la scène internationale et placé sous l'autorité du chef de l'État, Bao Dai. Au début des années 1950, les États-Unis commencèrent à fournir une aide militaire et financière au Vietnam par l'intermédiaire de la France dans la guerre contre le Viet Minh en Indochine. La défaite française en 1954 entraîna la perte de la moitié du territoire de l'État du Vietnam au profit des communistes. Lorsque le gouvernement de la République du Vietnam fut établi, les États-Unis poursuivirent leur soutien afin de l'aider à résister au Nord communiste. Les accords de Genève de 1954 sont une série de conventions conclues lors de la conférence de Genève visant à mettre fin à la première guerre d'Indochine entre la France et le Viet Minh. Selon les dispositions de ces accords, le Vietnam fut provisoirement divisé au niveau du 17e parallèle. Le Nord placé sous le contrôle des communistes dirigés par Ho Chi Minh, tandis que le Sud fut administré par l'État du Vietnam. Cette division était censée être temporaire, avec un projet d'élection générale prévu pour 1956 afin de réunifier le pays. Mais ces élections n'eurent jamais lieu. Les accords prévoyaient également le retrait des troupes françaises et reconnaissaient l'indépendance du Laos et du Cambodge. Bien que les États-Unis et la République du Vietnam n'aient pas signé ce document, les accords de Genève ont jeté les bases du conflit vietnamien qui suivit. Après les accords de Genève de 1954, le régime communiste du Nord-Vietnam mit en œuvre de nombreuses politiques répressives afin de consolider son pouvoir. Ces politiques incluaient la réforme agraire accompagnée de campagnes de dénonciation sanglantes, la répression des religions et des intellectuels, la nationalisation des entreprises privées, ainsi qu'un contrôle strict des libertés individuelles. Parallèlement, les autorités du Nord se préparèrent activement à une guerre visant à conquérir le Sud par la force. Ces mesures provoquèrent une terreur généralisée et de profondes souffrances, poussant près d'1 million de personnes à fuir le Nord pour se réfugier au Sud, à la recherche de liberté. Le Sud du Vietnam, sous le régime de la République du Vietnam, était surnommé la perle de l'Extrême-Orient, prospère, ouvert et marqué par une intense activité internationale. Saigon était un centre de presse libre, de vie artistique dynamique et de pluralisme politique. Cependant, les communistes ne cessèrent de saboter le Sud par des actes de terrorisme menés par des agents infiltrés restés dans la région. De plus, le climat de liberté permit à certains intellectuels et membres du troisième courant de promouvoir une position neutre ou un dialogue avec le Nord, sans percevoir la nature autoritaire et violente du régime communiste du Nord. Entre 1961 et 1963, sous la présidence de John F. Kennedy, les États-Unis envoyèrent des milliers de conseillers militaires pour former les forces armées de la République du Vietnam. En 1963, le régime de la Première République s'effondra, marqué par la mort tragique du président Ngo Dinh Diem. Les États-Unis envisagèrent alors une intervention militaire directe sur le champ de bataille vietnamien, face à la montée en puissance du Nord communiste, soutenu par le bloc communiste international. Tout au long de la guerre du Vietnam, à partir des années 1960, les communistes du Nord lancèrent des centaines d'offensives, grandes et petites, chaque année jusqu'en 1975. Entre 1964 et 1973, les États-Unis engagèrent des opérations militaires de grande envergure à partir de 1965, mobilisant des centaines de milliers de soldats. Cette période fut marquée par des affrontements particulièrement violents, notamment l'offensive générale du Tet en 1968, ainsi que par une vague croissante de mouvements anti-guerre à travers le monde. En juillet 1971, Henry Kissinger, conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, effectua une visite secrète en Chine populaire, marquant un tournant majeur dans la géopolitique de la guerre froide. Cette mission confidentielle, connue sous le nom de code Opération Marco Polo, visait à ouvrir la voie au dialogue entre les États-Unis et la République populaire de Chine, isolée du monde occidental depuis 1949.
Cette stratégie permit de contrebalancer l'influence de l'Union soviétique, de redéfinir les alliances mondiales et d'initier le processus de réintégration de la Chine dans le système international. Biên bản buổi họp giữa ông Chu Ấn Lai và ông Kissinger, mà cái biên bản đó không phải là do phe Mỹ làm, mà do phía Trung Cộng làm. Trong cái đoạn đó có nói rằng là Chu Ấn Lai có hỏi ông Kissinger là vấn đề Việt Nam thì ông Mỹ tính sao? Thì phía Mỹ, ông Kissinger trả lời là nếu nước Mỹ có thể chấp thuận một nước Trung Quốc Cộng sản thì chúng tôi cũng có thể chấp nhận một nước Việt Nam Cộng sản. En 1973, les accords de Paris entraînèrent le retrait complet des forces combattantes américaines du Vietnam, mettant officiellement fin à l'intervention militaire directe des États-Unis. Bien que les États-Unis aient continué à fournir une aide financière et logistique à la République du Vietnam, ce soutien s'avéra insuffisant et mal coordonné, isolant progressivement le gouvernement sud-vietnamien. Pendant ce temps, le Nord viola les clauses de l'accord, poursuivant ses opérations militaires et préparant une offensive générale à grande échelle. Ces violations conduisirent à la chute de Saïgon en avril 1975, marquant la fin de la guerre et l'unification du Vietnam sous un régime communiste à parti unique. Les Boat People vietnamiens étaient des réfugiés ayant fui leur pays par la mer après la chute de Saïgon en 1975, dans le but d'échapper à la répression politique, au camp de rééducation et à l'effondrement économique sous le régime communiste. De la fin des années 1970 jusqu'au milieu des années 1990, plus d'1 million de personnes ont risqué leur vie à bord de bateaux surchargés et souvent inadaptés à la navigation en haute mer, affrontant tempêtes, famines et attaques de pirates. Les pays occidentaux, dont les États-Unis, le Canada, l'Australie, la France, l'Allemagne et bien d'autres, ont répondu par des programmes de réinstallation humanitaire, tels que le programme de départ ordonné et le plan d'action global. Ces initiatives ont permis à plus de 1,6 million de réfugiés vietnamiens de s'intégrer dans de nouvelles sociétés. Malgré les difficultés initiales, les Boat People vietnamiens et leurs descendants sont devenus des membres bien intégrés dans les sociétés occidentales, contribuant activement dans des domaines tels que la médecine, l'ingénierie, le commerce et l'éducation. Leur réussite est souvent attribuée à un fort attachement aux valeurs familiales, à une volonté résiliente et à une grande importance accordée à l'éducation, faisant d'eux un exemple emblématique d'intégration des réfugiés et d'adaptation culturelle. Le mur de Berlin s'est effondré en novembre 1989, devenant le symbole de la fin du rideau de fer. Pendant ce temps, en Chine populaire, les appels à la réforme atteignirent leur apogée avec les manifestations de la place Tiananmen en juin 1989, où étudiants et citoyens revendiquèrent des libertés démocratiques. Ce mouvement fut brutalement réprimé par les autorités chinoises, entraînant un bain de sang qui fit des centaines, voire des milliers de morts. Contrairement à l'Europe de l'Est, où la plupart des régimes communistes se sont effondrés, les dirigeants chinois conservèrent leur pouvoir, optant pour une voie de réforme économique sans ouverture politique. Quant à l'Union soviétique, elle se désintégra en décembre 1991, marquant la fin de la guerre froide et bouleversant l'ordre géopolitique mondial. En plus de bafouer ouvertement les droits de l'homme, l'adhésion de la Chine populaire à l'Organisation mondiale du commerce, OMC, en décembre 2001, fut un événement majeur qui bouleversa l'ordre économique et géopolitique mondial. Les dirigeants occidentaux espéraient que cette avancée mènerait la Chine vers une libéralisation politique et une économie de marché. Or, la Chine a conservé son modèle économique étatique tout en exploitant l'accès à l'OMC pour stimuler ses exportations et développer son industrie de manière spectaculaire. Cette adhésion n'a pas seulement transformé le commerce international, elle a aussi redéfini l'équilibre des puissances, remis en question les modèles économiques occidentaux et laissé une empreinte durable sur l'inflation mondiale, ainsi que sur les marchés immobiliers. Après un demi-siècle de retard, le Vietnam fait face à une réalité préoccupante. La stratégie de développement repose sur l'endettement, dissimulé derrière un vernis de propagande sur le progrès. La pauvreté sévit encore à grande échelle, touchant une large partie de la population, tandis que les inégalités dans l'éducation persistent, comme en témoignent les écoles mal équipées et l'accès limité à un enseignement de qualité. La corruption est profondément enracinée dans l'appareil administratif, avec des scandales récurrents et une désorganisation structurelle qui érode la confiance du public. De nombreux observateurs estiment que les normes éthiques et morales se sont dégradées, alors que le népotisme et le favoritisme de clans prennent le pas sur le mérite et l'intégrité. Ces conditions ont alimenté une vague croissante de désillusion, poussant de nombreux Vietnamiens, y compris des jeunes et des membres mécontents du Parti communiste, à chercher refuge à l'étranger, en quête de dignité, de liberté et d'un avenir meilleur. Ce mouvement migratoire reflète une profonde et manifeste insatisfaction.
qui continue de remettre en question les aspirations nationales à l'unité, à la justice et à un véritable progrès. En ce moment même, c'est le moment pour nous d'assumer nos responsabilités et de façonner un avenir à la hauteur de nos aspirations. Les dictateurs maintiennent souvent leur pouvoir par la violence, la censure et le contrôle. Mais ce qui les menace réellement, c'est la liberté d'expression et la révélation de la vérité. Les armes et les actes de violence peuvent défier leur autorité physique, mais sont facilement réprimés. En revanche, le dialogue ouvert, les médias indépendants et l'information non censurée ébranlent leur légitimité, exposent la corruption et éveillent la conscience populaire. Lorsque les citoyens commencent à penser librement, à remettre en question les discours de propagande et à partager leurs idées, les fondations du régime autoritaire commencent à se fissurer. C'est pourquoi les dictateurs craignent davantage la parole que les armes et Essen, car une fois que la vérité se répand, il devient difficile de la faire taire. En plus de cela, nous devons soutenir les prisonniers politiques au Vietnam, tels que Lê Jin Luong, Vuong Thanh Tuan, Nguyen Chi Thuyen, Nguyen Vu Binh, Phan Von Bach, Ngo Thi Ton, Truong Huy San, alias Huy Juk, Lê Man Hung, Giang Jin Bach, Bui Von Tuan, Trinh Batu, Duong Von Thai, Nguyen Thi Tam, et ainsi de suite. Cette liste reflète une situation alarmante des droits humains au Vietnam, où les voix critiques sont réprimées et les libertés fondamentales gravement bafouées. Exerçons pleinement notre droit à la liberté d'expression. Écrivons des blogs, tenons des journaux visuels, prenons la parole et révélons la vérité. Engageons-nous aux côtés des autres militants et amplifions leur voix. Sensibilisons le monde aux violations commises par le régime communiste vietnamien. Refusons de collaborer avec les systèmes oppressifs. Cessons d'utiliser la monnaie du régime, boycottons ses réseaux financiers et ses structures économiques. Chaque année, participons à la marche de 4 jours aux Pays-Bas pour honorer le drapeau jaune. L'Association pour l'honneur du drapeau jaune de la République du Vietnam a fondé le groupe des descendants de la République du Vietnam, visant à rassembler les jeunes d'origine vietnamienne pour préserver les traditions, renforcer les liens et promouvoir l'esprit républicain vietnamien. Ce groupe bénéficie du soutien, des conseils et du partage d'expériences de l'association. Enfin, participons au camp d'été organisé par les communautés vietnamiennes réfugiées à travers le monde. Ces actions ne sont pas seulement des formes de résistance, elles constituent les fondations d'un avenir meilleur.